Les nouveau-nés prématurés et certains nouveau-nés à terme, dont l'histoire périnatale laisse supposer un risque de développer une incapacité, constituent la population des nouveau-nés vulnérables. À la naissance, ces enfants sont hospitalisés en pédiatrie néonatale. Les soins de développement permettent de réduire le stress associé à l'hospitalisation en réanimation ou post-réanimation et de promouvoir ainsi la stabilité de l'enfant. En incubateur ou table radiante chauffante, le nouveau-né est installé dans un cocon. Son corps est mis en forme afin de recréer la position fœtale, mimant le pourtour de la cavité utérine, en lui offrant ainsi des appuis qui structurent son espace. Le couchage du bébé dans un cocon lui donne une posture rassurante en flexion et favorise le soutien moteur. La luminosité est diminuée jusqu'à la pénombre, car la lumière vive désorganise la fonction exploratoire. Autour du plan d'examen, les déplacements du personnel soignant sont limités. L'environnement sonore est aussi calme et silencieux que possible. On peut voir le scope des alarmes centralisées qui permet d'éviter les stimulations sonores directement auprès des nouveau-nés. Dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés, l'implication active des parents dans les soins fait partie intégrante des soins individualisés en développement. Les parents sont considérés comme co-régulateurs naturels. Ils apprennent à observer leur enfant et sont impliqués dans les soins. Même en l'absence de séquelles motrices ou d'infirmités motrices d'origine cérébrale, les ex-prématurés présentent fréquemment des troubles attentionnels, comportementaux et ou cognitifs. Le déficit cognitif représente le handicap le plus important. Ce déficit concerne l'organisation motrice fine et la coordination visuo-motrice. Le bilan de kinésithérapie est initié au cours de l'hospitalisation en période périnatale. Il peut être réalisé dès la 34e semaine d'âge gestationnel corrigé. La démarche d'évaluation en kinésithérapie comporte une observation de l'enfant qui permet d'analyser sa posture et sa motricité spontanée. Un examen sensoriel qui permet d'évaluer la qualité des interactions visuelles et auditives et leur implication dans la motricité. L'efficacité de la succion déglutition est évaluée. La capacité d'apaisement est appréciée. L'enfant a-t-il investi sa zone orale? Peut-il s'auto-apaiser? La recherche d'anomalies toniques par hyper ou hypotonie, la comparaison des hémicorps et des segments de membres permet de repérer les asymétries. Elles sont potentiellement source de posture et expression motrice anormales lors des réactions antigravitaires et au niveau des enchaînements moteurs. Les pertes d'extensibilité musculaire et leurs conséquences sur la posture et le mouvement sont analysées, notamment leurs répercussions sur la fonction articulaire. Les déformations orthopédiques ou plus simplement les défauts de positionnement segmentaire ainsi expertisés complètent l'examen du kinésithérapeute. Le diagnostic de kinésithérapie synthétise les informations colligées. Il devient ainsi le point de départ et le support de guidance et d'un éventuel projet de prise en charge en rééducation en formalisant des objectifs concrets à atteindre. Découvrons ensemble la posture spontanée du nouveau-né. Remarquez qu'il est en position asymétrique. Observez la position des membres supérieurs. Le membre supérieur occipital est fléchi, le visage est tourné du côté du membre supérieur tendu. C'est une attitude normale en escrimeur. A l'inverse, la posture spontanée de ce bébé est préoccupante. Les membres supérieurs sont fléchis de part et d'autre de la tête, définissant une position en chandelier. Les pouces sont adductus et les mains sont fermées. Le bassin est déséquilibré dans le plan frontal. Les lignes biclaviculaires et biliaques ne sont plus parallèles. Une attitude en C du tronc apparaît. C'est la sortie du bain. Profitons pour regarder bébé bouger. Il a des mouvements isolés des bras, des jambes et des mouvements combinés dans tous les plans de l'espace à des rythmes différents. Il se regroupe spontanément et le réflexe tonique asymétrique du cou lui permet d'alterner sa position. L'enfant est examiné en body.
Observez les mouvements fins et déliés des doigts, à gauche puis à droite. Les membres inférieurs peuvent se fléchir, ils viennent sur l'abdomen. Par la contraction des abdominaux, l'enfant déclenche une flexion antérieure du bassin. Passer de droite à gauche est difficile pour le nouveau-né. Sur ces images, notez l'alternance des appuis ischiatiques par une bascule latérale avec inversion des courbures de l'axe en fonction de la rotation de la tête. Tout va bien, je peux me rassembler en quadriflexion. Pour ce bébé, le réflexe de Moreau est encore trop présent, trop vif. C'est une réaction motrice parasite de la motricité spontanée qui la rend brusque et inconfortable. On peut parler d'hyperexcitabilité. La main gauche de ce nouveau-né est juste derrière son oreille. On peut observer des mouvements des doigts. La main droite vient au contact du visage. Il essaye de téter ses doigts. Ici, il prend la position de l'escrimeur. Le bras vers lequel la tête est tournée est dans le champ visuel de l'enfant. Cet enfant est bloqué dans cette posture pathologique par un hémisyndrome. Observez le côté droit. Le membre supérieur est en rotation interne le long du corps, le pouce est adductus. Le membre inférieur est étendu, le gros orteil est en extension. La tête est dans les épaules. L'exagération tonique lui confère un aspect hypertendu. Ici, un autre exemple de blocage sur un côté par une hypertonie globale avec une prévalence axiale postérieure et une extension de la tête qui l'empêche d'alterner ses appuis. Ce nouveau-né reste sur le même côté, c'est-à-dire l'ischion et l'épaule droite. La faible motricité spontanée l'empêche de se regrouper et d'alterner le réflexe tonique asymétrique du cou. Les anomalies toniques gênent la mise en place des schémas moteurs normaux. Il est important de dépister au plus tôt pour prendre en charge précocement. Pour capter l'attention de bébé, quoi de mieux que les contrastes du visage ou du damier? Pour ce tout petit, l'intérêt pour le damier est évident. Regardez, il suit avec ses yeux, sa bouche et tout son corps. La poursuite oculaire horizontale est incomplète. Il parvient à se regrouper, mais sur la ligne médiane, il se désorganise et perd l'échange. Voyez comme ce bébé fixe l'examinateur. Et celui-ci, quelle concentration sur le damier! A l'inverse, nous avons là probablement une conduite d'évitement. Observez le déplacement lent vertical de la mire. Le bébé l'accroche et la suit. Dans un plan frontal, ce déplacement s'effectue en arc de cercle. L'enfant peut mobiliser sa tête dans la main de l'examinateur. Voyez comme il est attentif. La poursuite oculaire est parfois inconstante ou incomplète. Étudions maintenant les réactions du nouveau-né aux stimulations auditives. Toujours regroupé, stimulé par la voix. Observez comme cet enfant est attentif. Il écoute. Le bruit du papier froissé sur les côtés attire son regard et lui fait changer sa mimique. Ces évaluations continuent d'être réalisées par les cliniciens, notamment les kinésithérapeutes. Dans un futur proche sera organisé, dans toutes les maternités, un dépistage des déficiences auditives basé sur les auto-émissions acoustiques ou les potentiels évoqués auditifs. La capacité d'apaisement de l'enfant s'évalue tout au long de l'examen. L'enfant peut-il passer d'un état agité à un état calme? Est-il capable de gérer ses émotions?
Le regroupement par le kiné y contribue, certes. Mais dans les bras, cet endroit magique, bercé et câliné, c'est beaucoup mieux. Surtout si c'est maman. Je suis contre sa peau, son odeur m'enveloppe. Et en plus, je peux téter son doigt. Je peux m'apaiser tout seul en tétant mes doigts. L'évaluation de la succion-déglutition peut se faire à partir de la 32e à 34e semaine d'âge gestationnel. En partant du lobe de mon oreille jusqu'à la commissure de mes lèvres avec votre index, vous déclenchez un réflexe d'orientation de ma bouche pour téter. Le test de fouissement détermine l'aptitude d'orientation de la bouche vers le sein ou le biberon. La recherche de succion est précédée par une stimulation préparatoire périorale. La tonicité des lèvres est appréciée. Nous pouvons maintenant évaluer sa succion. Regardez, l'enfant ouvre la bouche et avance la langue. L'avancée et le recul de la langue s'effectuent dans la bouche qui est étanche. On voit bien la coordination entre les mouvements des lèvres et de la mandibule avec un effet d'aspiration. La déglutition s'effectue sans problème. Tétouiller, même dans ces conditions, peut être un vrai plaisir. Ces deux enfants coordonnent bien succion, déglutition et respiration. L'objectif est ici de mettre en évidence une perturbation tonique entraînant un défaut de posture et une mauvaise organisation du mouvement de toute ou partie du corps. Voici un schéma en extension et une attitude en grenouille écrasée avec asymétrie posturale et bras en chandelier. Commençons par examiner l'enfant à partir de la position allongée. Pour évaluer la symétrie du réflexe d'agrippement, placez vos index dans les mains de bébé, amenez vos mains vers le haut comme pour le soulever. Il répond par une contraction des muscles fléchisseurs des membres supérieurs. Attention à une main qui lâche systématiquement. Le tiré assis, c'est pour les nouveau-nés à terme. Tenu par les épaules, nous allons évaluer les muscles fléchisseurs et extenseurs du cou. Quel beau tiré assis! En interaction, le bébé s'offre même le luxe de regarder son papa. Voici un très bel exemple d'égalité entre les muscles fléchisseurs et extenseurs du cou. Ici, on repère facilement une hypotonie axiale. Il n'y a pas de contraction des muscles fléchisseurs du cou, la tête reste en arrière, il est inutile de continuer la manœuvre. En initiant un retournement à partir des membres inférieurs, on peut analyser la participation du tronc, des membres supérieurs et de la tête. Voilà un enchaînement obtenu avec passage des bras et rotation de la tête. Aïe, mon réflexe de Moreau est encore un peu vif. Moi aussi, je peux tourner, mais je suis curieux et je veux savoir qui joue avec moi. Sur ces images, le bras reste en arrière et la tête a du mal à tourner.
Si l'enfant est amené en décubitus ventral, il ramène le bras du côté où la tête est tournée. Là, je ne peux pas dégager mon bras gauche. À plat ventre, bien regroupés, les membres inférieurs s'activent et le bassin en position haute ne s'effondre pas. J'arrive même à téter mes doigts. Chez ce bébé, les membres inférieurs bougent activement, mais remarquez le bassin en position basse avec un pédalage en rotation qui amène le bassin en antéversion. La pesanteur m'écrase. J'ai du mal à lever mon bassin. En haut, les membres inférieurs sont pliés sous l'abdomen. C'est un bassin en position haute.